Quelle est la limite de vitesse absolue dans l'univers? La vitesse de la lumière. Exactement 300 000 km par seconde. Le voyage le plus rapide qui soit. Mais il y a un paradoxe. Même à cette vitesse maximale, traverser notre galaxie prend 100 000 ans. Un tiers de toute l'existence de l'humanité moderne. La physique semble l'interdire. Pourtant, la théorie d'Einstein change la donne. En approchant de la vitesse de la lumière, le temps ralentit pour vous. Et le voyage ne durerait peut-être que quelques années. Mais cela soulève la question la plus troublante de toutes. Que trouverez-vous à votre retour? Si vous aussi trouvez excitant de repousser ces limites impitoyables du temps et de l'espace, abonnez-vous à cette chaîne. Car Chronai, ce voyage vous révélera la vérité la plus sauvage de la physique. Et êtes-vous prêts? Nous commençons. La plupart d'entre nous pensions que traverser la galaxie n'était qu'une question de vitesse. On construit des fusées plus rapides. Puis, on arrive plus vite à destination. Cela semble être une logique simple. Mais, c'est une mécompréhension totale de l'échelle cosmique. La physique nous raconte une histoire radicalement différente. Car les lois de l'univers sont bien plus étranges que nos intuitions quotidiennes. Commençons par l'objet le plus rapide jamais créé par l'humanité. La sonde solaire Parker. C'est une machine incroyable. Elle a atteint une vitesse de 692 000 km/h. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en moins de 6 minutes. Mais, traverser notre galaxie à cette vitesse, cela prendrait plus de 150 milliards d'années. C'est pourquoi vous devez oublier tout ce que vous savez. Car le vrai problème, ce n'est pas la vitesse. Le problème, c'est la distance. Une distance qui défie l'entendement. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Réfléchissons vraiment à ce que cette phrase signifie. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an. La lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Elle se déplace à environ 300 000 km par seconde. Une année-lumière équivaut donc à environ 9,46 trillions de kilomètres. Maintenant, multipliez ce chiffre par 100 000. Le nombre que vous obtenez est de 946 millions de milliards de kilomètres. C'est 1000 fois 946 billions. Il est difficile d'imaginer ce nombre. Utilisons donc une autre échelle. Le véhicule le plus rapide de l'humanité, la sonde Parker, parcourt environ 192 km par seconde. À cette vitesse, il lui faudrait 11 trillions de fois l'âge de l'univers pour parcourir 946 millions de milliards de kilomètres. C'est pourquoi les technologies conventionnelles sont totalement insuffisantes. Les fusées chimiques, les moteurs ioniques et même les systèmes de propulsion nucléaire ne servent à rien. Car les distances de la galaxie sont bien au-delà de tout ce que ces technologies peuvent atteindre. Ce n'est pas seulement un problème d'ingénierie, c'est un problème d'échelle. Et cette échelle nous force à penser de manière complètement différente. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Tant que le plus intéressant, c'est le problème que nous rencontrons, même si nous utilisons la chose la plus rapide pour franchir cette distance immense. C'est pourquoi nous devons nous pencher sur la limite de vitesse cosmique. La lumière elle-même. Rien de ce qui a une masse dans l'univers ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Mais, pour cette expérience de pensée, supposons un instant que nous le pouvons. En vous déplaçant précisément à la vitesse de la lumière, traverser la Voie lactée prendrait par définition
exactement 100 000 ans. 100 000 ans. C'est la durée qui s'est écoulée depuis que les humains modernes ont quitté l'Afrique pour la première fois et ont commencé à se répandre sur le globe. Mais si vous étiez parti d'un bord de la Voie lactée à la vitesse de la lumière au moment où l'anatomie humaine moderne est apparue sur Terre, vous arriveriez à l'autre bord, Orsis, précisément maintenant. Ce fait est incroyable. Car même la chose la plus rapide de l'univers met 100 000 ans pour accomplir ce voyage. Cette durée est plus longue que toute la civilisation humaine. C'est environ 20 fois l'histoire enregistrée. Cette situation semble rendre le rêve de traverser la galaxie presque possible. Car un voyage de 100 000 ans est une durée à laquelle aucun humain ne peut survivre. Cette situation semblait nous mener à une impasse. La galaxie est trop grande et la limite de vitesse est trop lente. Et s'il existait une solution, Shear, et si la physique, tout en nous imposant une règle impitoyable, nous offrait aussi une porte de sortie. Car tout a changé quand Albert Einstein est entré en scène. Sa théorie de la relativité restreinte a révélé que le temps n'est pas absolu. Le temps dépend de votre vitesse de déplacement. Plus vous vous approchez de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit pour vous. Ce phénomène est appelé la dilatation du temps. Pour un observateur extérieur, le voyage dure toujours 100 000 ans. Mais pour le voyageur à bord du vaisseau, le temps s'écoule beaucoup plus lentement. C'est la clé qui change tout. Supposons que vous atteigniez 99% de la vitesse de la lumière. Dans ce cas, pour un observateur extérieur, le voyage durerait environ 101 000 ans. Mais, pour vous, il ne s'écoulerait que 14 000 ans. C'est encore très long. Mais augmentons un peu plus la vitesse. Lorsque vous atteignez 99,99% de la vitesse de la lumière, le temps à bord du vaisseau tombe à environ 1400 ans, toujours beaucoup plus long qu'une vie humaine. Mais, arrivons maintenant à cette limite magique. Imaginez que vous puissiez atteindre 99,1999% de la vitesse de la lumière. 9 après la virgule. À cette vitesse, la dilatation du temps atteint des proportions extrêmes. Pour un observateur extérieur, le voyage dure toujours 100 000 ans. Mais, pour vous, le voyageur à bord, il ne s'écoule que 1,4 ans, soit moins de 17 mois. C'est l'information qui change la donne. Soudainement, traverser la Voie lactée cesse d'être un rêve impossible. Cela devient un voyage réalisable au cours d'une vie humaine, comme une longue traversée océanique à l'ère des grandes découvertes. C'est pourquoi la relativité dit qu'il est théoriquement possible de traverser la galaxie. Pas facile. Bien au-delà de nos capacités actuelles. Mais c'est possible selon les lois de la physique. Nous avons donc une distance immense. Les vitesses conventionnelles sont insuffisantes pour la franchir. C'est pourquoi nous nous tournons vers la limite de vitesse ultime de l'univers, Lichia, la vitesse de la lumière. Mais même elle prend 100 000 ans. Et juste à ce moment, la théorie de la relativité d'Einstein offre une porte de sortie. La dilatation du temps. Si vous vous approchez très près de la vitesse de la lumière, vous pouvez accomplir le voyage de votre point de vue en quelques années. Cela signifie qu'il est théoriquement possible de traverser la galaxie, que le voyage peut tenir dans une vie humaine. Mais ce n'est que le bon côté de l'histoire. Car cette solution apporte avec elle ses propres cauchemars. C'est un piège. La physique vous tend une pomme. Mais un poison est caché dans cette pomme.
quelle est l'énergie nécessaire pour s'approcher autant de la vitesse de la lumière? Et est-il vraiment sûr de voyager à cette vitesse dans le vide de l'espace? Car l'espace n'est pas aussi vide que nous le pensons. Et quand vous vous déplacez à près de 300 000 km par seconde, même une minuscule poussière frappe comme une bombe nucléaire. Cela pourrait détruire votre vaisseau instantanément. C'est pourquoi le fait que le voyage soit théoriquement possible ne signifie pas qu'il est pratique, car 3 obstacles gigantesques se dressent devant nous. Le premier est le danger créé par l'espace lui-même. L'espace n'est pas vide. Le milieu interstellaire contient des atomes d'hydrogène, de petites poussières et des roches microscopiques. À des vitesses normales, ils ne représentent aucune menace. Mais à 99,99999% de la vitesse de la lumière, même un simple atome d'hydrogène frappe avec une énergie colossale. La coque de votre vaisseau est constamment bombardée de particules de haute énergie. Cette situation use la structure du vaisseau et crée une dose de radiation mortelle pour l'équipage. Pour surmonter ce problème, vous auriez besoin d'un système de blindage incroyablement avancé, bien au-delà de notre science des matériaux actuels. Ce n'est pas un simple détail d'ingénierie. C'est un problème de survie fondamental. Soba Semes, disons que vous avez résolu ce problème. Une civilisation future a développé un bouclier capable de résister à de tels impacts. Le voyage est désormais sûr. Mais vous rencontrez maintenant un deuxième obstacle, bien plus grand, l'énergie. Car propulser un vaisseau spatial à ces vitesses hallucinantes nécessite une quantité d'énergie qui dépasse les limites de notre imagination. Prenons un vaisseau d'une seule tonne, soit le poids d'une petite voiture. L'énergie cinétique nécessaire pour l'amener à 99,99999% de la vitesse de la lumière est d'environ 90 quintillions de joules. Mettons ce chiffre en perspective. La consommation totale d'énergie du monde entier en un an est d'environ 600 hexajoules. Ox donc. Pour propulser un seul vaisseau d'une tonne à cette vitesse, il faudrait environ 15% de la production énergétique annuelle totale de l'humanité. Et ce n'est que pour un seul vaisseau. Mais un vaisseau d'une tonne n'est pas réaliste. La Station spatiale internationale pèse environ 420 tonnes. Un vaisseau interstellaire transportant des humains, des systèmes de support de vie et des boucliers serait beaucoup plus lourd. Si nous voulions propulser un vaisseau de 420 tonnes à cette vitesse, nous aurions besoin d'environ 100 fois la consommation énergétique annuelle totale de l'humanité. D'où viendrait cette énergie? La célèbre équation d'Einstein, E égale mc au carré, nous montre la voie la plus efficace. L'annihilation matière-antimatière. Mais si nous utilisions un carburant matière-antimatière pour propulser notre vaisseau de 420 tonnes à cette vitesse, nous devrions anéantir complètement environ 3300 kg de matière et autant d'antimatière. Un total de 6,6 tonnes de carburant. Cela semble gérable. Mais il y a un problème. La quantité totale d'antimatière produite par l'humanité jusqu'à ce jour se mesure en nanogrammes, soit des milliardièmes de grammes. Pour utiliser cette technologie, nous devrions augmenter notre production par des billions de fois et trouver un moyen de stocker en toute sécurité cette substance dangereuse. L'obstacle de l'énergie est donc peut-être le plus redoutable. Mais, disons que nous avons surmonté cela aussi. Nous avons trouvé cette énergie incroyable. Nous avons notre vaisseau. Nous avons nos boucliers,
nous avons notre énergie. Mais nous arrivons maintenant au troisième et plus impitoyable obstacle. Le temps lui-même, c'est le paradoxe cruel du temps. Car pendant que vous vivez un voyage de 17 mois à bord du vaisseau, sur la Terre que vous avez laissée derrière vous, 100 000 ans se sont écoulés. À votre arrivée, la civilisation qui vous a envoyé aura disparu depuis longtemps. Toutes les personnes que vous connaissiez, tout ce que vous saviez, sera réduit en poussière. Les langues, les cultures, peut-être même l'humanité elle-même auront changé au point d'être méconnaissables. Vous devenez un voyageur temporel, venu d'un passé antique. Il n'y a aucun moyen de revenir. Même un message que vous enverriez mettrait 100 000 ans de plus pour atteindre la Terre. C'est un isolement total. La relativité vous offre la possibilité de traverser la galaxie, mais en échange, elle vous prend tout. Mais ce n'est pas seulement un problème de vitesse et de distance. C'est aussi un problème d'itinéraire. Car il n'y a pas qu'une seule façon de traverser la Voie lactée. Le chemin le plus court est de tracer une ligne droite d'un bord à l'autre. Mais cela vous mènerait dans l'une des régions les plus dangereuses de la galaxie, le centre galactique, à environ 26 000 années-lumière de notre position. Au cœur de la galaxie se trouve un trou noir supermassif, nommé Sagittarius. A étoile Botz, avec une masse de plus de 4 millions de fois celle du Soleil. Cette région est incroyablement dense en étoiles, où le rayonnement atteint des sommets. Les rayons X et gamma émis par le disque d'accrétion autour du trou noir pourraient menacer même le vaisseau le plus robuste. Un voyageur avisé voudrait donc éviter le centre, et cette situation nous oriente vers des itinéraires alternatifs. Notre galaxie est une spirale. D'énormes bras s'étendent depuis le centre. Ces bras sont des régions où les étoiles, le gaz et la poussière sont plus denses. Les espaces entre les bras sont plus calmes et moins denses. Vous pouvez donc parcourir un chemin plus long en suivant les bras spiraux. Mais cela vous éloigne des régions les plus dangereuses de la galaxie. C'est comme un compromis. Un chemin plus long signifie plus de temps. Mais cela augmente aussi vos chances de survie. Traverser la galaxie n'est donc pas seulement une question d'ajustement de votre vitesse, mais aussi de planification intelligente de votre itinéraire. Il faut tracer un chemin à travers des régions moins denses, en évitant les zones de formation d'étoiles les plus intenses, les restes de supernovas et le centre galactique. Mais, même avec le meilleur itinéraire, même avec les boucliers les plus avancés, même avec la source d'énergie la plus efficace, la réalité de la distance de 100 000 années-lumière reste inchangée. Et le paradoxe de l'isolement apporté par la dilatation du temps aussi. Voilà les faits fondamentaux qui sous-tendent le rêve de traverser la galaxie. Une distance difficile à concevoir. L'impuissance des vitesses conventionnelles. La solution théorique offerte par la dilatation du temps. Et les cauchemars pratiques que cette solution entraîne. Le risque de collision, le besoin d'énergie inimaginable et la solitude absolue créée par le temps. Mais malgré tous ces obstacles théoriques, imaginons un instant. Disons que nous avons surmonté tous ces problèmes. Nous avons nos boucliers. Notre énergie est infinie. Et l'équipage a accepté ce voyage dans le temps. À quoi ressemblerait ce voyage incroyable? Que verriez-vous en regardant par le hublot du vaisseau? Ce voyage n'est pas seulement une question de distance, c'est aussi voir de ses propres yeux la structure de la galaxie. Les bras spiraux, les pouponnières d'étoiles, le centre galactique. Car
la Voie lactée n'est pas une structure uniforme. C'est un écosystème vivant et en constante évolution. Et dans ce voyage, vous plongerez au cœur même de cet écosystème. Et la première structure que vous rencontrerez est une illusion. Car à cette vitesse, l'univers vous ment, que tout est déformé par les effets impitoyables de la relativité. Les étoiles devant vous se décalent vers le bleu, celles derrière, vers le rouge. Le ciel se transforme en un tunnel. Toute la lumière se comprime dans un cône étroit. C'est pourquoi, la première chose que vous découvrirez lors de votre voyage, ce n'est pas la galaxie elle-même. La première découverte, c'est la fragilité de votre propre perception, car ce voyage ne vous montre pas la réalité. Il vous montre comment le fait de se déplacer à près de 300 000 km par seconde déforme la réalité, à cause d'un effet appelé aberration relativiste. La lumière, qui devrait normalement se disperser dans toutes les directions, se concentre juste devant vous. Cela crée l'effet d'être constamment en train de regarder dans une torche. Vos yeux sont éblouis, car votre vision périphérique disparaît. Les étoiles ne sont plus de calmes points lumineux. Ce sont des traînées de lumière qui filent à côté de vous. Toutes les quelques secondes en temps de vaisseau, vous passez à côté d'une nouvelle étoile. Mais, pour l'observateur extérieur, votre voyage entre les étoiles voisines prend des années. Cette situation crée une dualité que votre cerveau ne peut pas comprendre. Un gouffre se creuse entre ce que vous voyez et ce que vous savez. Car le cerveau humain n'est pas conçu pour ce genre d'expérience. Ce n'est pas juste un effet visuel. C'est le moment où la physique réécrit la réalité à son niveau le plus fondamental. C'est pourquoi traverser la galaxie, ce n'est pas seulement aller d'un point A à un point B. C'est un voyage où tout ce que vous savez perd son sens. Et ce n'est que le début. Car au-delà de votre perception, la galaxie elle-même est prête à vous surprendre. Car la caractéristique la plus évidente de la galaxie, les bras spiraux, sont une supercherie. Ce ne sont pas des structures fixes. Ce sont de gigantesques embouteillages sur les autoroutes de la Voie lactée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les bras sont des régions où les étoiles, le gaz et la poussière sont plus denses. Mais les étoiles individuelles ne restent pas éternellement dans cet embouteillage. Tout comme une voiture entre dans un embouteillage puis en sort. Les étoiles entrent et sortent de ces régions denses au fil de leurs orbites. C'est pourquoi les bras eux-mêmes sont permanents, mais les étoiles qu'ils contiennent changent constamment. Notre Soleil se trouve actuellement entre les grands bras spiraux, dans un éperon plus petit appelé le bras d'Orion. C'est une grande chance pour nous, car l'intérieur des bras spiraux est un lieu dangereux où la formation d'étoiles est très active. On y trouve des étoiles massives, chaudes et bleues, qui ne vivent que quelques millions d'années. Et quand ces étoiles meurent, elles explosent en supernova. Si nous étions à l'intérieur d'un bras spiral dense, le rayonnement des explosions de supernova voisines pourrait détruire l'atmosphère de la Terre et stériliser la vie. Notre coin tranquille a permis à la vie de se développer pendant des milliards d'années. Mais, dans ce voyage, vous quitterez cette tranquillité, et quand vous entrerez dans l'un de ces bras denses, vous verrez l'environnement changer. Soudainement, j'ai des nuages de gaz incandescents, de jeunes amas d'étoiles, et la menace d'étoiles géantes prêtes à exploser à tout moment. Mais même cela n'est rien, comparé à ce qui vous attend au cœur de la galaxie, car le cœur de la galaxie abrite un monstre.
ce n'est pas un centre paisible. C'est un lieu où règne le chaos et la destruction. À environ 26 000 années-lumière de nous, se cache un trou noir supermassif appelé Sagittarius, A étoile. La masse de ce trou noir est 4,1 million de fois celle de notre Soleil. Il est impossible d'imaginer ce nombre. Mais ces effets sont bien réels. Autour de ce trou noir, des étoiles orbitent à des vitesses hallucinantes. L'étoile S2 par exemple, accomplit une orbite autour du trou noir en seulement 16 ans, au point le plus proche de son orbite. Elle s'approche à 17 heures-lumière du trou noir. Et à ce moment-là, elle se déplace à une vitesse vertigineuse de 3% de la vitesse de la lumière. C'est plus de 9000 km par seconde. La densité d'étoiles dans cette région est des millions de fois supérieure à celle de notre voisinage. Et les niveaux de radiation sont mortels. C'est pourquoi traverser le centre galactique, c'est comme entrer dans l'antre d'un monstre. Vous devez naviguer parfaitement et éviter l'attraction mortelle du trou noir. Mais si vous réussissez, le spectacle que vous verrez n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. Une lueur aveuglante, créée par des millions d'étoiles rassemblées. Et au centre de tout, l'obscurité absolue qui dévore tout. C'est le cœur battant de notre galaxie. Mais c'est aussi son bourreau le plus impitoyable. Et à mesure que le voyage se poursuit, vous ne verrez pas seulement des lieux vivants et chaotiques. Vous rencontrerez aussi les fantômes de la galaxie. Les amas globulaires, ce sont de gigantesques cités d'étoiles qui orbitent au-dessus et en dessous du disque de la galaxie, dans une région appelée le halo. Mais ces cités sont abandonnées. Les amas globulaires ont entre 10 et 13 milliards d'années. Ils sont presque aussi vieux que l'univers lui-même. Ils compriment des centaines de milliers, voire des millions d'étoiles. Dans une sphère de seulement 100 années-lumière de diamètre. C'est une densité incroyable. Si vous étiez sur une planète au centre d'un tel amas, votre ciel nocturne ne serait jamais sombre. Des milliers d'étoiles brillantes rendraient le ciel plus lumineux que le crépuscule sur Terre. Ce spectacle serait fascinant, mais aussi terrifiant. Car ces étoiles sont très pauvres en métaux. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de matériaux pour former des planètes rocheuses. Ces amas sont très probablement des cités anciennes et mortes, dépourvues de vie. Et lorsque vous vous approcherez de l'une d'entre elles lors de votre voyage, voir cette cité fantôme illuminée par la faible lueur de millions d'étoiles âgées vous fascinera et vous effraiera à la fois. C'est un voyage dans le passé de la galaxie, à ses tout premiers jours. C'est pourquoi ces découvertes ne nous montrent pas seulement un itinéraire. Elles nous montrent à quel point notre galaxie est diverse, dangereuse et étrange, une réalité déformée par la relativité, des bras spiraux qui agissent comme des embouteillages, un monstre supermassif au centre, et des cités fantômes antiques dans la région du halo. Mais toutes ces structures ne sont pas des moments figés, elles font partie d'un cycle bien plus vaste. Et ce qui est vraiment choquant maintenant, ce sont les événements qui se produisent à l'intérieur de ces structures. Car, dans ce voyage, vous ne verrez pas seulement des lieux, mais aussi des événements. Et la première chose dont vous serez témoin, ce n'est pas la naissance d'une étoile, mais sa mort, glorieuse et destructrice. La mort, car ce dont vous serez témoin, c'est d'une supernova elle-même. Mais ce n'est pas juste un éclair de lumière, or c'est un sacrifice cosmique
où une étoile se sacrifie, semant de nouveaux éléments dans l'univers. C'est l'instant le plus violent de la création. Et vous y assisterez au premier rang. Ce que vous rencontrerez, c'est un fantôme, un reste de supernova, car ce n'est pas un nuage. C'est l'épave en expansion d'une étoile qui a explosé il y a des milliers d'années, tout comme la nébuleuse du Crabe, enregistrée par les astronomes chinois en 1054. Lorsque la lumière de cette explosion a atteint la Terre, elle a créé une nouvelle étoile visible, même en plein jour, pendant des semaines. Aujourd'hui, près de 1000 ans plus tard, l'épave de cette explosion continue de s'étendre à des milliers de kilomètres par heure. Cette épave est remplie d'éléments lourds forgés dans le cœur de l'étoile. Carbone, oxygène, fer, c'est-à-dire tout ce qui compose les planètes et la vie. C'est pourquoi traverser un reste de supernova, ce n'est pas seulement traverser un champ de débris, c'est traverser vos propres origines. Le fer dans votre corps, la Kedamon, cet élément qui donne sa couleur à votre sang, a été créé dans une explosion exactement comme celle-ci, il y a des milliards d'années. Cela n'aurait pas dû arriver. C'est un paradoxe qu'un événement aussi destructeur crée les briques fondamentales de la vie. Mais c'est ainsi que fonctionne l'univers. De la destruction naît la création. C'est pourquoi, en regardant ce nuage de gaz incandescent et en expansion, vous ne verrez pas seulement la mort d'une étoile, vous verrez le commencement impossible de votre propre existence. Mais la galaxie n'est pas seulement un cimetière, non, car c'est aussi une maternité. Et la prochaine structure que vous rencontrerez lors de votre voyage est une pouponnière d'étoiles, un nuage de gaz et de poussière géant, comme la nébuleuse d'Orion, située à environ 1350 années-lumière de nous, dans notre propre voisinage. Cette nébuleuse est un lieu où des centaines de nouvelles étoiles se forment en ce moment même. Ce n'est pas un processus paisible. C'est une guerre chaotique où la gravité effondre impitoyablement le gaz sur lui-même, le fragmentant en morceaux gigantesques. Ces fragments se condensent, s'échauffent et finissent par déclencher la fusion nucléaire, se transformant en nouvelles étoiles. En quelques millions d'années seulement, ces jeunes étoiles chaudes repousseront le gaz restant avec leur vent stellaire et leur rayonnement. Et il ne restera plus qu'un amas d'étoiles nouveau-nées. Comment est-ce possible? Comment des systèmes planétaires tournant dans un équilibre délicat peuvent-ils émerger d'un nuage de gaz aussi diffus et chaotique? C'est l'un des plus grands mystères de l'univers. Comment l'ordre naît du chaos? En traversant une pouponnière d'étoiles, vous serez entouré de gaz incandescents, de proto-étoiles nouvellement formées et des graines de futures planètes. C'est un aperçu de l'avenir. C'est voir de ses propres yeux comment de nouveaux mondes naissent des cendres d'étoiles mortes. Et ce cycle se poursuit partout dans la galaxie depuis des milliards d'années. Mais maintenant vient le vrai choc, car tout ce que vous voyez est un mensonge. La galaxie que vous voyez n'est qu'une petite fraction de la vraie galaxie. Car la grande majorité de la masse de la galaxie est invisible. Nous l'appelons la matière noire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les étoiles dans les régions extérieures de notre galaxie tournent beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient, compte tenu de la quantité de matière visible. Selon les lois de la physique, ces étoiles auraient dû être éjectées dans l'espace depuis longtemps. Mais elles ne le sont pas. Car une force gravitationnelle massive et invisible les maintient en place. Et ce qui crée cette gravité, c'est ce que nous appelons la matière noire.
Selon les calculs, toutes les étoiles, le gaz et la poussière de notre galaxie ne représentent que 10 à 15% de sa masse totale. Les 85 à 90% restants sont de la matière noire, le disque visible de la Voie lactée, large de 100 000 années-lumière, flotte en fait à l'intérieur d'un halo de matière noire gigantesque qui s'étend sur un diamètre de 600 000 années-lumière ou plus. C'est pourquoi, tout au long de votre voyage, vous traverserez en fait constamment cette matière invisible. Mais vous ne la sentirez pas, vous ne la verrez pas, car la matière noire n'interagit avec la lumière ou la matière normale d'aucune manière. Sauf par la gravité. C'est le plus grand mystère de l'astrophysique moderne. Nous ne savons pas de quoi est composée la majorité de l'univers. Cela signifie que même la structure la plus fondamentale de notre galaxie est un secret pour nous. Et ce secret vous entourera à chaque instant de votre voyage. Mais c'est pourquoi les choses que nous avons découvertes au cours du voyage ne sont pas seulement de beaux paysages. Ce sont des paradoxes fondamentaux sur le fonctionnement de l'univers. Une relativité qui déforme notre perception. Des bras spiraux agissant comme des embouteillages. Un monstre au centre. Des cités fantômes antiques dans le halo. De nouveaux éléments nés des cendres d'étoiles mortes. Et une matière invisible qui maintient tout ensemble. Chacune de ces découvertes révèle à quel point la galaxie est un lieu complexe, dynamique et mystérieux. Mais toutes ces structures, tous ces événements, pointent vers une seule question fondamentale. Comment savons-nous tout cela? Comment mesurons-nous ces distances incroyables? Comment comprenons-nous l'existence de ces matières invisibles? Car la clé pour comprendre la galaxie réside dans les outils et les techniques que nous utilisons pour l'observer. Nous devons maintenant comprendre non seulement ce que nous voyons, mais comment nous le voyons. Comment la lumière elle-même se transforme en un outil de mesure. Et comment la vibration d'une étoile peut être utilisée pour cartographier une galaxie entière. Car le principe le plus fondamental de cette technologie, l'outil le plus simple mais le plus puissant, est la méthode de la parallaxe. Mais il est temps de passer des découvertes choquantes à l'ingénierie et à la physique froide qui les rendent possibles. Ralentissons maintenant, car le rêve de traverser une galaxie ne se construit pas seulement avec du courage, mais aussi avec une technologie inimaginable. Bien que ces technologies semblent relever de la science-fiction, elles sont toutes basées sur des lois physiques connues. Nous allons donc maintenant examiner en profondeur le fonctionnement de 3 mécanismes fondamentaux qui rendent ce voyage théoriquement possible. D'abord, regardons au cœur du moteur qui nous permettra d'atteindre ces vitesses hallucinantes. Ce moteur fonctionne sur le principe de l'annihilation matière-antimatière. C'est la source d'énergie la plus puissante de l'univers. Vous pouvez l'imaginer non pas comme un feu traditionnel, mais comme la conversion complète du bois lui-même en énergie. Car la célèbre équation d'Einstein E égale mc au carré dit que la masse possède une énorme énergie cachée. Dans cette équation, m représente la masse et c la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde. Lorsque vous prenez le carré de c, macasse, c'est-à-dire que vous le multipliez par un nombre comme 90 quadrillions, vous voyez quelle énergie colossale même la plus petite masse peut devenir. Lorsque la matière et son image miroir, l'antimatière, entrent en contact, elles s'anéantissent complètement et 100% de leur masse se transforme en énergie. Par exemple, si vous combinez juste 1 kg de matière avec 1 kg d'antimatière,
environ 180 pétajoules d'énergie sont libérés. C'est des milliers de fois plus puissant que l'explosion de la plus grande bombe nucléaire du monde. Pour propulser un vaisseau de 420 tonnes à 99,999% de la vitesse de la lumière. Comme nous l'avons mentionné, il faudrait environ 3,3 tonnes de matière et 3,3 tonnes d'antimatière. C'est une quantité de carburant incroyablement petite par rapport à la masse du vaisseau lui-même. Vous vous libérez ainsi de la tyrannie de l'équation de la fusée, YAPAS, c'est-à-dire la nécessité de transporter plus de carburant pour transporter le carburant. Alors que les fusées chimiques dépensent la majeure partie de leur énergie à transporter leur carburant. Le moteur matière-antimatière tire le maximum de rendement de chaque gramme de carburant. C'est pourquoi ce mécanisme est si efficace, car il réduit le voyage interstellaire d'un rêve impossible à un problème d'ingénierie difficile à résoudre. Mais avoir le bon moteur n'est que la première étape du voyage, car peu importe la puissance de votre moteur, si vous ne savez pas où vous êtes et où vous allez, vous êtes perdu dans le vide infini de l'univers. Car c'est comme être au milieu de l'océan, sans point de référence. C'est là qu'intervient le deuxième mécanisme critique, la navigation par pulsars. Les pulsars sont les horloges les plus précises de l'univers. Ce sont des étoiles à neutrons incroyablement denses, capables de tourner des centaines de fois par seconde. Pendant cette rotation, elles émettent de puissants faisceaux d'ondes radio ou de rayons X depuis leur pôle. Si l'un de ces faisceaux atteint la Terre ou votre vaisseau spatial, nous le percevons comme un signal qui clignote avec une régularité incroyable. Tout comme la lumière d'un phare qui vous atteint périodiquement en tournant. Le timing de ces signaux est si précis que certains pulsars sont encore plus stables que nos meilleures horloges atomiques. La NASA a prouvé que cette technologie fonctionne avec une expérience appelée sextante. Le système fonctionne comme suit. Votre vaisseau spatial écoute les signaux d'au moins 3 ou 4 pulsars différents. Chaque pulsar a une fréquence de signal et une position unique. Votre vaisseau mesure à la microseconde près quand chaque signal lui parvient, en utilisant les petites différences dans ses temps d'arrivée. Il peut déterminer sa position exacte en 3 dimensions dans la galaxie, tout comme le font les satellites GPS sur Terre. Cette méthode est incomparable aux méthodes de navigation traditionnelles. Car, se repérer en regardant les constellations devient inutile après avoir voyagé de quelques années-lumière. Car tous les motifs changent. Se positionner en regardant notre propre Soleil est également impossible, car après un certain temps, il devient un point faible perdu parmi des millions d'étoiles. Les pulsars, eux, sont répartis dans toute la galaxie et leurs signaux peuvent être détectés même à des dizaines de milliers d'années-lumière. C'est pourquoi la navigation par pulsar nous fournit un système de coordonnées universelles, un GPS galactique. C'est un mécanisme fondamental qui garantit la sécurité du voyage. Mais, même si votre moteur et votre navigation sont parfaits, il reste un problème mortel, car l'espace n'est pas aussi vide que vous le pensez, et voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est comme conduire une voiture à travers une tempête de balles. C'est pourquoi le troisième mécanisme est peut-être le plus important. Le bouclier actif. Comme nous l'avons déjà mentionné, le milieu interstellaire contient des atomes d'hydrogène et des poussières microscopiques, bien que rares. En voyageant à 99,9% de la vitesse de la lumière, un simple caillou d'1 gramme frapperait votre vaisseau avec une énergie cinétique équivalente à une petite bombe atomique.
Ajouter simplement un blindage épais au vaisseau n'est pas une solution, car cela augmenterait excessivement la masse du vaisseau, ce qui augmenterait de façon exponentielle le besoin en énergie. C'est pourquoi une défense active est nécessaire plutôt qu'une défense passive. Le concept le plus prometteur est le bouclier magnétique. Un champ magnétique gigantesque généré à l'avant du vaisseau agit comme un bouclier. Les particules chargées comme les atomes d'hydrogène du milieu interstellaire voient leur trajectoire déviée en entrant dans ce champ magnétique et sont repoussées sans heurter la coque du vaisseau. Tout comme le champ magnétique terrestre nous protège des particules nocives du Soleil. Mais cela ne fonctionne pas pour les particules neutres. Comme les grains de poussière, elles ne sont pas affectées par le champ magnétique. C'est pourquoi une couche supplémentaire pourrait être nécessaire pour ce type de collision. Par exemple, une fenêtre de plasma créée à l'avant du vaisseau par des lasers ou une autre méthode pourrait vaporiser ces petites particules avant qu'elles n'atteignent le vaisseau, ou une couche sacrificielle appelée bouclier ablatif side-chasse faite d'hydrogène gelé se vaporiserait à l'impact, absorbant l'énergie de la collision et protégeant la coque principale. C'est complètement différent de la conception traditionnelle du blindage. Car l'objectif ici n'est pas de résister à l'impact, mais d'absorber l'énergie de l'impact loin du vaisseau. C'est pourquoi le bouclier actif est le mécanisme le plus fondamental qui rend le voyage physiquement possible et assure la survie. Sans lui-même, le vaisseau le plus rapide ne pourrait pas survivre plus d'une seconde dans l'espace. Nous avons donc maintenant le plan technique de base du voyage. Une propulsion hallucinante, fournie par des moteurs matière-antimatière. Un itinéraire précis déterminé par les pulsations cosmiques des pulsars. Et un bouclier dynamique créé par des champs magnétiques protégeant le vaisseau des bombardements cosmiques. Ces trois technologies définissent sur le papier le vaisseau nécessaire pour traverser un océan de 100 000 années-lumière de large. Chacune est une merveille d'ingénierie incroyable qui repousse les limites de la physique connue sans les dépasser. Mais ce n'est que la partie mécanique de l'histoire. Car ce voyage n'est pas seulement fait d'acier et d'énergie. Il y a un autre élément fragile dans ce voyage, l'humain, ou du moins la vie biologique. Alors, comment la vie à l'intérieur de cette machine parfaite supportera-t-elle ce voyage? Car démarrer le moteur est une chose, mais maintenir en vie l'écosystème à l'intérieur de ce moteur pendant des dizaines de milliers d'années en est une autre. Car Pekaev là-bas, aucune aide extérieure ne viendra, et la moindre erreur pourrait être mortelle. C'est pourquoi les systèmes biologiques à l'intérieur du vaisseau doivent être au moins aussi complexes et importants que l'ingénierie à l'extérieur. Ici aussi, deux mécanismes fondamentaux se présentent. L'un est conçu pour un voyage où l'équipage est éveillé et actif. L'autre pour le protéger des effets destructeurs du temps. Le premier mécanisme est de créer un monde parfaitement clos. Ce mécanisme est le système de support de vie en boucle fermée. Vous pouvez l'imaginer comme la transformation de votre vaisseau spatial en une Terre miniature. Un écosystème parfait où tout est recyclé, où rien n'est gaspillé. C'est bien plus qu'un simple purificateur d'eau ou un filtre à air. Dans ce système, le dioxyde de carbone expiré par l'équipage est reconverti en oxygène par des algues ou des plantes via la photosynthèse. Ces plantes fournissent également une source de nourriture fraîche pour l'équipage. Tous les déchets produits par l'équipage, liquides et solides,
sont décomposées dans des bioréacteurs. L'eau propre libérée dans ce processus est réutilisée pour la boisson ou l'irrigation, tandis que les nutriments retournent dans le système pour fertiliser les plantes. Théoriquement, si ce système fonctionne avec une efficacité de 100%, il peut continuer indéfiniment sans aucune ressource extérieure. Par exemple, les systèmes de la Station spatiale internationale peuvent recycler environ 98% de l'urine et de la sueur en eau potable. Mais, pour un vaisseau interstellaire, ce n'est pas suffisant. Une efficacité proche de 100% est nécessaire. Dans les anciennes missions spatiales, l'eau, la nourriture et l'oxygène nécessaires pour chaque astronaute étaient recalculés et chargés à bord. Cela fonctionne pour des missions de quelques semaines. Mais pour un voyage de 17 mois, ou plus le poids des ressources nécessaires rendrait le lancement du vaisseau impossible. Le système en boucle fermée, lui, élimine complètement ce problème. Car, au lieu de transporter des ressources, il les recrée continuellement. C'est pourquoi ce mécanisme est la pierre angulaire des voyages spatiaux, habités de longue durée. Sans lui, il est presque impossible pour les êtres biologiques de voyager au-delà du système solaire. Yeremes. Et si le voyage dure plus longtemps qu'une vie humaine? Car si vous ne pouvez pas vous approcher suffisamment de la vitesse de la lumière, ou si vous partez pour une mission d'exploration de plusieurs générations, la durée de vie d'un seul équipage ne suffira pas. C'est là qu'intervient l'une des idées les plus classiques de la science-fiction, mais peut-être la plus réaliste, le vaisseau générationnel. Ce n'est pas seulement un véhicule spatial, c'est une société voyageant dans l'espace. Vous pouvez l'imaginer comme une version interstellaire de l'Arche de Noé. Mais ce vaisseau ne transporte pas d'animaux, mais la graine de la civilisation humaine. Un vaisseau générationnel est une structure massive conçue pour abriter des milliers de personnes. À l'intérieur, il y a des zones agricoles, des zones résidentielles, des écoles et tout ce qui maintient une société en vie. La première génération qui commence le voyage sait qu'elle n'atteindra jamais la destination. Leur mission est de gérer le vaisseau et d'élever la prochaine génération. Leurs enfants font la même chose. Et leurs enfants aussi. Peut-être après 10, 20 ou même 50 générations. C'est-à-dire après des centaines ou des milliers d'années. Le vaisseau arrive à destination. À ce moment-là, pour les habitants du vaisseau, la Terre n'est plus qu'une vieille légende. Le seul monde qu'ils connaissent, c'est le vaisseau lui-même. Cela devient un problème sociologique et éthique, bien plus qu'un problème technologique. Comment la gouvernance sera-t-elle assurée dans ce vaisseau? Comment le système éducatif préservera-t-il le but de la mission et les connaissances techniques pendant des centaines d'années? Est-il éthique de condamner à une telle vie des générations qui n'ont jamais choisi de faire ce voyage? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions. Mais ce pourrait être la seule façon de faire de l'exploration galactique à faible vitesse. Car cela consiste à accepter le problème du temps, plutôt qu'à le résoudre, au lieu d'essayer de vaincre le temps. C'est vivre en son sein. C'est pourquoi, lorsque nous atteignons les limites de la technologie, le concept de vaisseau générationnel devient le plus grand test de la résilience sociale et culturelle de l'humanité. Mais s'il y avait un moyen d'arrêter le temps, au lieu de l'accepter, c'est ce qui nous amène au mécanisme le plus spéculatif, mais aussi le plus séduisant. La vie suspendue ou le sommeil cryogénique. C'est l'idée de mettre l'équipage en hibernation pendant le voyage, en arrêtant presque complètement les processus biologiques. On peut comparer cela à l'hibernation de certains animaux dans la nature.
Par exemple, certaines espèces de grenouilles gèlent complètement en hiver. Leur cœur s'arrête. Leur activité cérébrale cesse. Mais, au printemps, elles dégèlent et reprennent leur vie comme si de rien n'était. Ces animaux produisent des antigels naturels, comme le glucose, qui empêchent leurs cellules de se briser en gelant. Pour les humains, le sommeil cryogénique repose sur un principe similaire. La température corporelle de l'équipage est abaissée à un niveau proche du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius. À cette température, toutes les activités métaboliques s'arrêtent presque. Pour éviter d'endommager les cellules, des produits chimiques spéciaux appelés cryoprotecteurs sont injectés dans la circulation sanguine. Ces produits chimiques empêchent l'eau de former des cristaux de glace, permettant aux cellules de se solidifier comme du verre. Un processus appelé vitrification. Une fois le voyage terminé, le corps est lentement réchauffé, les cryoprotecteurs sont éliminés du sang et l'équipage est réveillé. Cette technologie élimine tous les problèmes sociaux et éthiques posés par les vaisseaux générationnels. Car le voyage passe comme un long sommeil pour l'équipage. Ils n'auront presque pas vieilli biologiquement à leur arrivée à destination. Cependant, cette technologie est actuellement purement théorique. Geler et décongeler un organe aussi grand et complexe que le cerveau sans endommager une seule cellule est bien au-delà de nos connaissances médicales actuelles. Mais, si elle réussissait, ce serait la solution la plus élégante pour les voyages interstellaires. Car ce n'est pas seulement ralentir le temps, c'est l'arrêter complètement pour l'équipage. Nous disposons donc d'un ensemble de solutions potentielles aux défis biologiques de la traversée de la galaxie. Les systèmes en boucle fermée rendent les longs voyages possibles en transformant un vaisseau en une Terre miniature. Les vaisseaux générationnels permettent des voyages de milliers d'années en acceptant le temps non pas comme un ennemi, mais comme un environnement. Et le sommeil cryogénique offre le moyen le plus radical de transporter l'équipage dans le futur en arrêtant complètement le temps lui-même. Ces mécanismes, combinés au système de propulsion et de navigation, nous dressent le portrait complet d'un vaisseau spatial capable de traverser la galaxie. Ce n'est pas seulement une machine, c'est un monde autonome, transportant une société, un écosystème et peut-être des rêves gelés. Mais toute cette technologie incroyable, tous ces systèmes complexes ne sont que des outils. Ils ne sont pas le voyage lui-même. Ce qui est vraiment excitant, c'est où cet outil peut nous emmener. Car ce voyage est bien plus que le simple fait de parcourir une distance. C'est se lancer à la poursuite de l'un des plus grands secrets de l'univers. C'est chercher la réponse à la question « Sommes-nous seuls ?» Et maintenant, il est temps de mettre de côté toute cette préparation théorique et de se concentrer sur le point culminant de cet incroyable voyage. Ce premier pas vers l'inconnu. Car le vaisseau est prêt. L'équipage est prêt. Et la première cible n'est plus un simple point lumineux, mais un monde accessible. Et la première chose que nous rencontrerons ce n'est pas une machine. Car la première chose que vous rencontrerez, c'est l'humanité elle-même. Mais, maintenant, oubliez toute la théorie, mettez de côté toute l'ingénierie, tous les calculs, car nous sommes arrivés à ce moment, la fin du voyage, le moment où un rêve de milliers d'années se réalise. Le point culminant. Le tempo n'est plus moyen. Le tempo n'est plus rapide. Maintenant, le tempo est aussi soudain que l'explosion d'une supernova. Aussi certain que l'horizon des événements d'un trou noir,
C'est le moment où tout atteint son paroxysme. C'est le moment où l'on retient son souffle. Et maintenant, nous entrons dans ce moment. Car le vaisseau est arrivé à destination. Mais la victoire n'était pas là. La victoire viendrait avec une découverte bien plus grande, bien plus terrifiante. La première chose que nous avons rencontrée fut un silence absolu. Et puis, c'est arrivé. Le plus long voyage de l'histoire était terminé. Fini. 100 000 années-lumière. Accompli. Cela aurait dû être le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité. Mais il n'y avait pas de cri de victoire dans le vaisseau, seulement un silence profond. Car, à la fin du voyage, l'équipage n'a pas trouvé de récompense. Ils ont été confrontés à la blague la plus cruelle du temps. Car, en arrivant à destination, ils ont décidé d'envoyer un message chez eux. Nous avons réussi. Juste 2 mots. Mais il faudrait 100 000 ans de plus pour que ce message atteigne la civilisation qui les avait envoyés. Et si une réponse arrivait, il faudrait encore 100 000 ans pour qu'elle revienne. Un aller-retour de 200 000 ans au total. Ce chiffre représentait presque toute la durée d'existence de l'homme moderne. Comment cela était-il possible? Comment un moment de triomphe pouvait-il se transformer en même temps en l'instant de la plus grande solitude de l'histoire? Car la physique leur avait permis de traverser la galaxie. Mais elle ne leur avait jamais permis de rentrer chez eux. Le monde scientifique débattait de ce paradoxe depuis des décennies. Mais, à ce moment-là, pour l'équipage à l'intérieur du vaisseau, ce n'était pas une théorie, c'était une réalité froide et dure. Ils étaient les fantômes de leur propre civilisation, des échos du passé. Et c'était la première et la plus cruelle leçon que le voyage leur avait apprise. Le succès signifiait un isolement absolu. Mais il y avait pire, bien pire, car ils ne se sont pas arrêtés là. Au lieu de prendre un nouveau départ dans ce nouveau système stellaire étranger, ils ont posé cette terrible question. Qu'y a-t-il au-delà? Et ils ont conduit le vaisseau hors de la Voie lactée, dans l'obscurité du vide intergalactique. Et à ce moment-là, ils ont vu le vrai visage de l'univers. C'était terrifiant. La Voie lactée n'était plus un foyer. C'était un minuscule tourbillon de lumière flottant dans l'espace. Et puis, ils ont tourné leurs yeux vers la prochaine cible, la grande galaxie la plus proche, Andromède. Mais Andromède n'était pas juste un peu plus loin. Elle était à une échelle complètement différente, à 2,5 millions d'années-lumière de distance. Un voyage de 2,5 millions d'années, même à la vitesse de la lumière. Ce chiffre correspondait à toute la durée de l'évolution de l'espèce humaine. C'était environ 10 fois la durée d'existence d'Homo sapiens. Si faire ce voyage, ce n'était pas seulement attendre la fin d'une civilisation, mais la fin d'une espèce. Comment cela était-il possible? Comment l'univers pouvait-il être si cruellement grand? Alors que traverser une galaxie exigeait déjà toutes les connaissances et le courage de l'humanité. Comment atteindre le prochain voisin pouvait-il prendre des millions d'années? Les théories l'avaient prédit. Mais le comprendre en laissant la Voie lactée derrière soi comme une petite tache, en regardant le vide obscur de 2,5 millions d'années devant soi, était tout autre chose. À cet instant, ils ont compris. Le voyage intergalactique était impossible pour les êtres biologiques. C'était le travail des machines, des dieux ou des êtres aussi patients que le temps lui-même. Et cette découverte a provoqué un séisme, non pas dans le monde scientifique, mais dans l'âme de ce vaisseau.
ils avaient découvert les limites de l'homme. Et cette limite était le bord de leur propre galaxie. Mais l'univers leur réservait un dernier choc, car l'univers avait une fin. Et cette fin n'était pas un lieu. Cette fin était un mur qui s'éloignait rapidement, alors qu'ils avançaient dans le vide intergalactique. Ils ont observé les galaxies les plus lointaines avec leurs télescopes les plus avancés. Et c'est alors qu'ils ont été confrontés à la vérité la plus hallucinante de l'univers. L'univers était en expansion. Et non seulement il était en expansion, mais son expansion s'accélérait. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que les galaxies, au-delà d'une certaine distance, s'éloignaient de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Cela semblait impossible, car rien ne peut aller plus vite que la lumière. Mais ici, ce n'étaient pas les galaxies elles-mêmes qui se déplaçaient, c'était l'espace entre elles qui bougeait. Le tissu de l'espace s'étirait comme un élastique Yulchid, emportant ces galaxies loin de nous. C'est ce qui créait l'horizon des événements cosmiques. C'est une limite que nous ne pourrons jamais atteindre. Le diamètre de l'univers observable était d'environ 93 milliards d'années-lumière. Mais c'était une mesure à un instant figé. En réalité, ces galaxies les plus lointaines s'éloignaient de nous si vite que même si vous partiez avec un vaisseau à la vitesse de la lumière, vous ne les rattraperiez jamais. Si votre cible fuyait plus vite que vous, c'est la gifle ultime de l'univers. Ce n'est pas seulement une limite technologique, c'est une interdiction absolue imposée par la physique elle-même. Certaines régions de l'univers nous sont à jamais fermées. Cette découverte a redéfini la place de l'humanité dans l'univers. Nous n'étions pas les maîtres potentiels capables d'explorer l'univers entier. Nous étions des êtres confinés sur une petite île dans un océan cosmique. Et la majeure partie de cet océan nous resterait à jamais inaccessible. Cette vérité a secoué tous les membres de ce vaisseau. Car c'était le moment où le voyage s'achevait. Mais, ensuite, est venu le dernier et le plus grand miracle. Mais, pas rapidement, calmement, car ils n'ont plus à se presser pour arriver quelque part. Mais, ces 4 grandes découvertes, ce voyage épique, ce point culminant, ne nous laisse pas seulement avec des vérités techniques et scientifiques. Maintenant, les moteurs du vaisseau sont silencieux. La vitesse a chuté, et à la lumière de toutes ces informations bouleversantes, il ne reste qu'une seule question, la question la plus importante, la question la plus personnelle. Que signifie toute cette information pour nous, dans cet univers, à cette échelle, dans un cosmos rempli de ce potentiel et de ces dangers? Quel est le sens d'être humain? Car il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir. Il est temps de se tourner vers la philosophie et de poser cette question. Où ce voyage nous a-t-il menés? Non. Qui ce voyage a-t-il fait de nous? Car la prochaine étape n'est plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et maintenant, il est temps d'entreprendre ce voyage le plus profond. La vitesse est terminée. Le choc est terminé. Les moments épiques sont derrière nous. Maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Car toutes ces découvertes, tous ces chiffres et toutes ces théories nous laissent face à une seule question ultime. Sur cette immense scène de l'univers, quelle est exactement notre place? Cette question nous mène aux paradoxes les plus profonds du cosmos. Et le premier paradoxe est peut-être le plus humble. Nous sommes à la fois incommensurablement petits
et incroyablement grand. Comment est-ce possible? Car, d'un côté, il y a la réalité brutale de notre existence physique. Toi et moi, nous sommes des formes de vie à base de carbone, d'environ 1,7 mètres de haut, sur cette petite planète bleue, à côté du diamètre de 93 milliards d'années-lumière de l'univers observable. Notre taille n'est rien. Le rapport d'un grain de sable au total des grains de sable de toutes les plages de la Terre est encore plus grand que notre rapport à l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure 100 000 années-lumière de large, et c'est une distance infranchissable pour nous. La grande galaxie la plus proche, Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière, ce qui représente un voyage plus long que toute l'histoire évolutive de notre espèce. Ces distances soulignent à quel point nous sommes physiquement insignifiants. Ce sont des lieux que nous ne pourrons jamais atteindre, que nous ne pourrons jamais toucher. C'est une vérité tragique. Car cela signifie qu'une grande partie de l'univers nous est physiquement fermée pour toujours. C'est comme un enfant qui regarde la vitrine d'une confiserie, sachant qu'il ne pourra jamais y entrer. Nous ne pouvons qu'observer le reste de l'univers de loin. C'est une sorte de prison cosmique. C'est notre impuissance. Ce sont nos limites. Mais au milieu de cette impuissance, cette vérité incroyable et magnifique émerge. Nous sommes peut-être physiquement petits, mais notre esprit transcende ces frontières. Notre esprit peut remonter 13,8 milliards d'années en arrière, jusqu'aux premiers instants du Big Bang. Nos télescopes peuvent voir des galaxies à des milliards d'années-lumière de nous. Nos mathématiques peuvent modéliser la nature de la singularité à l'intérieur d'un trou noir ou le destin ultime de l'univers. Nous sommes peut-être physiquement confinés dans une pièce, mais notre esprit peut parcourir l'univers entier. Et c'est ce qui nous rend grands. Car nous sommes la façon dont l'univers se comprend lui-même. Dans cet univers de 93 milliards d'années-lumière, dans nos minuscules cerveaux, il y a un reflet de cet univers. Nous ne sommes pas seulement une partie de l'univers. Nous sommes le point où l'univers prend conscience de lui-même. C'est pourquoi ces lieux que nous ne pouvons pas atteindre physiquement sont en fait le terrain de jeu de notre esprit. Toi aussi tu fais partie de ce paradoxe. Tu es un être minuscule sur cette planète. Mais, en même temps, tu es un géant qui porte dans son esprit les étoiles, les galaxies et le début de l'univers. Tu es à la fois un grain de sable et toute la plage. Et cette dualité est le fondement de ce que signifie être humain. Cet équilibre doux et tragique entre nos limites physiques et notre infinité mentale. Et cela nous amène à un deuxième paradoxe, encore plus profond. Nous sommes à la fois un instant insignifiant et une histoire infinie. Comment est-ce possible? Car, sur la chronologie de 13,8 milliards d'années de l'univers, une vie humaine moyenne de 80 ans est moins qu'un clin d'œil. Toute l'histoire de l'humanité, avec ses quelques 5000 ans d'histoire enregistrée, ne correspond qu'à quelques secondes sur ce calendrier cosmique. Même les 300 000 ans d'existence de l'homme moderne ne sont qu'une minuscule vague dans cet immense océan de temps. Les étoiles naissent, vivent des millions, des milliards d'années et meurent. Les galaxies entrent en collision, fusionnent et évoluent sur des milliards d'années. À cette échelle de temps, notre existence est aussi instantanée et éphémère qu'une goutte de pluie d'été qui tombe et s'évapore. C'est la vérité tragique de notre existence. Nous ne sommes pas permanents dans cet univers. Nous ne sommes que des invités. Et notre séjour sera très court. En tant qu'individu, en tant que civilisation
et peut-être même en tant qu'espèce. Nous disparaîtrons un jour. Et l'univers ne remarquera même pas notre absence. Il continuera de faire tourner ses rouages immenses et indifférents. Cela crée une peur existentielle, un sentiment d'absurdité. Car, si nous sommes si éphémères, quel est le sens de ce que nous faisons? Mais c'est alors que cette belle vérité se révèle à nouveau. Le fait que nous soyons éphémères ne signifie pas que nous sommes insignifiants. Au contraire, cette brièveté donne une valeur inestimable à chaque instant. Car nous faisons partie de l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers. Nous ne sommes pas la dernière phrase de cette histoire. Mais nous sommes un mot dans cette histoire. Et sans ce mot, la phrase reste incomplète. Comme nous l'avons déjà dit, les atomes de notre corps ont été forgés dans des étoiles mortes il y a des milliards d'années. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement des êtres instantanés, mais aussi des porteurs du passé. Nous sommes le résultat d'un héritage cosmique de plusieurs milliards d'années. À chaque respiration, nous inhalons l'hydrogène du Big Bang. À chaque battement de cœur, nous faisons circuler dans notre sang le fer forgé dans les supernovas. Nous sommes le passé lui-même, et nous sommes aussi les graines du futur. Tout ce que nous faisons, chaque mot que nous disons, chaque œuvre d'art que nous créons, est un nouveau mot ajouté à cette histoire cosmique. Peut-être sera-t-il oublié un jour. Mais, à cet instant, il a existé. À cet instant, il est devenu une partie de l'univers. Toi aussi, tu fais partie de cette histoire. Tu es l'héritier d'un passé de 13,8 milliards d'années et tu es celui qui porte le potentiel de l'avenir. Chaque instant que tu vis, aussi bref soit-il, est un moment unique et irremplaçable ajouté à l'histoire infinie de l'univers. C'est pourquoi la brièveté du temps n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Car elle nous rappelle à quel point chaque instant est précieux. Elle ne nous donne pas l'absurdité, mais la responsabilité de créer du sens. Et cette responsabilité nous amène au dernier paradoxe. Nous sommes à la fois désespérément seuls et profondément connectés les uns aux autres. Comment est-ce possible? Car, dans l'immensité de l'univers, la planète Terre semble aussi rare et précieuse qu'une lueur d'espoir. Le silence sinistre du paradoxe de Fermi nous murmure que nous sommes peut-être seuls dans la galaxie, et malgré des centaines de milliards d'étoiles et des trillions de planètes, nous n'avons encore entendu aucun signal d'une autre forme de vie intelligente. C'est une solitude cosmique. C'est comme être seul sur un radeau au milieu de l'océan. Il y a une mer infinie de possibilités autour de nous. Mais aucun autre radeau n'est en vue dans cette mer. C'est une situation tragique. Car cela signifie que toute la responsabilité repose sur nos épaules. Si nous sommes les seuls êtres conscients de cette galaxie, alors nous sommes les seuls yeux pour voir toutes les merveilles de l'univers. Les seuls pour résoudre tous ses secrets. Les seuls pour apprécier toutes ses beautés. Si nous n'existons pas, l'univers devient un géant aveugle, inconscient de sa propre beauté. Cela peut sembler un fardeau insupportable. Yas porteur, la conscience de toute une galaxie. Cela peut nous pousser à une solitude désespérée. Mais c'est alors, lorsque nous détournons notre regard des étoiles pour le tourner vers la personne à côté de nous, que nous réalisons cette plus belle vérité. Peut-être sommes-nous seuls dans la galaxie. Mais, sur cette planète, sur ce radeau, nous ne sommes pas seuls. Nous nous avons les uns les autres. Nous sommes tous faits de la même poussière d'étoiles. Nous partageons tous le même temps court et précieux.
nous nous posons tous les mêmes questions sous le même ciel. Notre solitude cosmique ne nous sépare pas les uns des autres. Au contraire, elle nous lie encore plus étroitement les uns aux autres. Car, Winmar, dans cette obscurité infinie, nous devenons une lumière les uns pour les autres. Si nous écoutons les histoires des autres, nous partageons les peines des autres. Nous célébrons les joies des autres. C'est le lien humain le plus fondamental. Et ce lien est la plus grande force de l'univers. Car, Siox, les esprits singuliers qui se sont mis en quête de comprendre l'univers, lorsqu'ils se rassemblent, accomplissent des choses qu'ils n'auraient jamais pu accomplir seuls. La science, l'art, la philosophie, tout cela est le produit d'un effort commun, d'une curiosité commune. Toi aussi, tu fais partie de ce lien. Tu es l'un des milliards d'humains sur cette planète. Mais, en même temps, tu es une partie inséparable de cette grande conscience appelée l'humanité, de cette grande famille. Et cette famille est peut-être la seule famille de la galaxie. Et c'est pourquoi notre solitude n'est pas une faiblesse, mais notre plus grande force. Car elle nous rappelle que nous n'avons personne d'autre que nous-mêmes, et cela nous pousse à être plus compatissants, plus compréhensifs et plus aimants. Voilà les trois grands paradoxes. Petits mais grands, instantanés mais infinis, seuls mais ensemble. Ces contrastes définissent notre place dans l'univers. Ce sont les reflets philosophiques des vérités scientifiques. Mais ce voyage de la pensée ne s'arrête pas là. Car, au-delà de ces paradoxes, il y a des leçons plus pratiques, plus personnelles que ce voyage nous a apprises. Des leçons non seulement sur qui nous sommes, mais sur la façon dont nous devrions vivre. Car, comprendre l'univers n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est aussi un mode de vie. Et la première étape de ce mode de vie est peut-être la plus simple, mais la plus difficile. C'est d'être curieux. Et c'est pourquoi la leçon la plus profonde que nous ayons apprise à la fin de ce voyage cosmique est peut-être ce paradoxe étrange et merveilleux créé par la connaissance elle-même. Nous sommes à la fois incroyablement ignorants et étonnamment savants. Comment est-ce possible? Car Sartre, d'un côté, s'étend l'océan infini de ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que sont la matière noire et l'énergie sombre, qui constituent 95% de l'univers. Nous ne savons pas exactement comment la vie a commencé. Nous ne comprenons pas pleinement ce qu'est la conscience et comment elle naît des processus électrochimiques du cerveau. Nous ne savons pas s'il existe d'autres formes de vie intelligentes dans notre galaxie. Mais ce sont les plus grands monuments de notre ignorance. Chaque question à laquelle nous répondons, en fait, naître 10 nouvelles. À mesure que la frontière de nos connaissances s'élargit, nous voyons plus clairement à quel point l'obscurité au-delà de cette frontière est grande. C'est une vérité tragique. Car cela signifie que nous n'atteindrons jamais la connaissance ultime, l'état de tout savoir. Il y aura toujours un secret. Il y aura toujours un mystère. Cela signifie que le désir de savoir de l'homme ne sera jamais pleinement satisfait. C'est la défaite de notre esprit face à la complexité infinie de l'univers. Mais au milieu de cette défaite, cette belle vérité brille. Nous sommes peut-être ignorants, mais nous sommes aussi incroyablement savants. Mais il y a seulement quelques siècles, nous pensions que les étoiles étaient de petites lumières sur la voûte céleste. Aujourd'hui, nous savons que ce sont d'immenses sphères de gaz qui brillent par fusion nucléaire, à des trillions de kilomètres de nous. Nous avons cartographié la forme, la taille et la structure de notre galaxie.
nous avons détecté le fond diffus cosmologique, un rayonnement vestige de seulement 380 000 ans après le Big Bang, et avons pris la photo de l'univers à ses débuts. Nous avons découvert des milliers de planètes en orbite autour d'autres étoiles. Et surtout, nous avons accompli tout cela sans quitter cette petite planète, en utilisant seulement la lumière et notre esprit. C'est la victoire de l'esprit humain. C'est le pouvoir de la curiosité. Notre ignorance est peut-être infinie. Mais nous avons réussi à construire une île de connaissances dans cet océan infini. Et cette île grandit chaque jour. C'est pourquoi ce que nous ne savons pas ne devrait pas nous désespérer. Au contraire, cela devrait nous exciter. Car cela signifie qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Cela signifie que l'aventure n'est pas terminée. Toi aussi, tu es un habitant de cette île de connaissances. Tu te tiens sur les épaules de Newton, d'Einstein, de Galilée et d'innombrables autres explorateurs. Depuis cette île qu'ils ont construite, tu regardes l'océan de la connaissance. Et toi aussi, avec chaque question que tu poses, chaque livre que tu lis, chaque nouvelle information que tu apprends, tu ajoutes un nouveau grain de sable à cette île. C'est pourquoi notre ignorance n'est pas une honte, mais une opportunité. C'est une invitation à l'aventure. Et cette aventure nous amène à un dernier paradoxe, peut-être le plus personnel. Ce voyage nous apprend que nous ne pouvons à la fois rien changer et tout changer. Comment est-ce possible? Car, d'un côté, il y a la mécanique immense et indifférente de l'univers. Les planètes tourneront. Les étoiles exploseront. Les galaxies entreront en collision. L'univers continuera de s'étendre. Notre existence individuelle n'a aucun effet sur ces événements cosmiques. Nous sommes comme une goutte d'eau dans l'océan. Nous ne pouvons pas changer le courant de l'océan. Cela peut créer un sentiment d'impuissance, un désespoir. Car, si nous ne pouvons rien changer, pourquoi nous efforcer si nos actions n'ont pas de sens à l'échelle cosmique? Quelle est la valeur de ces actions? Donc c'est le piège le plus nihiliste de l'existence. Car cela peut nous pousser à l'inaction et à l'indifférence. C'est l'insignifiance de l'individu face à la machine géante de l'univers. C'est une vérité tragique. Mais ensuite, lorsque nous ramenons notre perspective de l'échelle cosmique à l'échelle humaine, nous voyons cette plus belle vérité. Peut-être ne pouvons-nous pas changer l'orbite de l'univers, mais nous pouvons changer la vie d'une personne. Nous pouvons illuminer la journée de quelqu'un avec un sourire. Nous pouvons alléger le fardeau de quelqu'un en tendant la main. Nous pouvons créer un nouvel univers dans l'esprit de quelqu'un en partageant une idée. C'est là notre véritable pouvoir. Notre sphère d'influence n'est pas le cosmos, mais les uns les autres. Et dans ce domaine, les changements que nous pouvons apporter sont infinis. Nous sommes peut-être une goutte d'eau à l'échelle cosmique. Mais, à l'échelle humaine, nous pouvons déclencher un tsunami, un acte de gentillesse, un mot d'amour, un moment d'inspiration, peuvent créer des vagues qui résonneront pendant des générations. Car l'univers n'est pas seulement fait de lois physiques, il est aussi fait des significations que nous lui donnons. Et nous, par nos actions, ajoutons chaque jour de nouvelles significations à cet univers. Toi aussi, tu peux tout changer. Peut-être pas l'orbite d'une étoile, mais tu peux changer la journée d'un ami. Tu peux façonner l'avenir de ta famille. Tu peux avoir un impact positif dans ta communauté. Et en faisant cela, tu changes en fait l'univers lui-même. Car l'univers n'est pas seulement composé d'étoiles et de galaxies, il est aussi composé de nos expériences,
de nos émotions et de nos relations. Et tu es un architecte de ce tissu d'expérience. C'est pourquoi notre impuissance est une illusion. Notre véritable pouvoir réside non pas dans les événements cosmiques, mais dans les moments humains. Et maintenant, à la lumière de toutes ces pensées, revenons à cette première question. Combien de temps faut-il pour traverser la galaxie? Nous savons maintenant qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Physiquement, à la vitesse de la lumière, cela prend 100 000 ans, grâce à la relativité, peut-être en une vie humaine. Mais, mentalement, nous avons déjà fait ce voyage, et, philosophiquement, ce voyage ne se termine jamais. Car c'est un voyage non seulement pour comprendre les distances, mais pour nous comprendre nous-mêmes. Ce voyage nous a appris que nous sommes à la fois petits et grands, à la fois instantanés et infinis, à la fois seuls et ensemble, à la fois ignorants et savants, à la fois impuissants et puissants. Ces paradoxes sont la carte de notre place dans l'univers. Ils sont la définition de ce que signifie être humain. Ils ne sont ni une victoire, ni une défaite. Ils sont simplement la vérité. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce long voyage, il est temps de rassembler toutes ces découvertes et toutes ces pensées. Une aventure qui s'étend sur des milliards d'années d'évolution cosmique. D'une galaxie de 100 000 années-lumière de large. Des limites de la vitesse de la lumière à la courbure du temps. De la victoire de l'esprit humain aux paradoxes les plus profonds de l'existence. Ce n'était pas seulement l'histoire de la traversée d'une galaxie. C'était notre histoire. Nous savons maintenant que peu importe la taille de l'univers et notre petitesse, nous avons une place dans cet univers. Et cette place n'est pas seulement un lieu. Cette place est une signification. Et c'est nous qui créons cette signification. Le voyage s'arrête peut-être ici. Mais la quête de sens, elle, ne se terminera jamais. Chaque fois que nous regarderons le ciel nocturne, chaque fois que nous verrons cette bande d'étoiles, nous ne verrons plus seulement des lumières lointaines. Nous savons maintenant que ce n'est pas une cible. Ce n'est pas un point d'arrivée. Car nous étions partis pour traverser la galaxie. Mais, à la fin du chemin, nous avons compris que, dans cette vidéo, nous avons vu à quel point traverser notre galaxie est à la fois impossible et magnifique. Mais, je ne vous ai pas tout dit. Tout ce que nous voyons est en fait un mensonge. Car 80% de la masse de la Voie lactée est invisible. Un fantôme nommé matière noire dont nous ignorons la nature. Dans notre prochain voyage, nous partirons à la poursuite de ce fantôme cosmique.